Soyez les bienvenus, frères d'armes. Bienvenue sur Stratégos, la chaîne où nous explorons les vies des chefs militaires qui ont façonné le cours de l'histoire. Aujourd'hui, nous parlerons d'Omar Bradley, connu sous le nom de « le général des soldats ». Un stratège brillant et humain qui a dirigé les forces alliées pendant certains des moments les plus décisifs de la Seconde Guerre mondiale. Avant de marcher vers cette fascinante biographie, rappelez-vous, laissez un like, commentez ce que vous pensez de l'histoire, partagez cette vidéo avec vos alliés et, bien sûr, abonnez-vous à Stratégos pour continuer à découvrir les grands stratèges de l'humanité. L'histoire nous attend. Première partie. Enfance et premières années dans l'armée. L'histoire d'Omar Bradley commence dans les vastes plaines du Midwest américain, dans une petite ville nommée Clark, Missouri. Né le 12 février 1893, Bradley vint au monde à une époque de grands changements. L'industrialisation commençait à transformer le visage des États-Unis, et les tensions internationales semaient les graines de ce qui deviendrait plus tard la Première Guerre mondiale. La famille Bradley n'était ni riche ni puissante. Son père, John Smith Bradley, travaillait comme instituteur, et sa mère, Mary Elizabeth Hubbard, se consacrait à élever Omar et à s'assurer que les valeurs d'honnêteté, de travail acharné et d'humilité soient profondément ancrées dans sa vie. Omar montra dès son plus jeune âge un caractère réservé, réfléchi et profondément discipliné. Il ne se distinguait ni comme un étudiant brillant, ni comme un athlète exceptionnel, mais plutôt par sa persévérance et son sens du devoir, des qualités qui l'accompagneraient toute sa vie. Cependant, la vie le frappa tôt. À l'âge de 13 ans, son père mourut d'une méningite. Cet événement marqua profondément Omar, qui assuma des responsabilités d'adulte à un jeune âge, aidant sa mère tout en essayant d'exceller à l'école. Malgré ses adversités, son talent et son dévouement attirèrent l'attention d'un enseignant qui vit en lui le potentiel de quelque chose de plus grand. Ce fut ce mentor qui l'encouragea à postuler à la prestigieuse Académie militaire de West Point. En 1911, Bradley réussit à obtenir son admission à l'Académie militaire des États-Unis à West Point, une institution qui sélectionnait les jeunes les plus brillants et les meilleurs du pays. Y entrer ne fut pas facile. La concurrence était féroce, et les épreuves physiques et académiques exigeaient le meilleur de chaque candidat. Omar n'était pas le candidat typique qui sortait du lot, mais sa persévérance, soutenue par les enseignements de sa mère et de son mentor, l'aida à surmonter le processus d'admission. À West Point, Bradley s'épanouit. Bien qu'il restât réservé, il commença à se distinguer par sa discipline et sa capacité à travailler en équipe. Là, il apprit que le leadership ne signifiait pas toujours être le plus bruyant ou le plus charismatique, mais être quelqu'un en qui les autres pouvaient avoir confiance. Cette philosophie fit de lui un leader respecté parmi ses camarades, qui le surnommèrent le soldat GI, en référence à sa simplicité et son humilité. Bradley fut diplômé en 1915 dans la célèbre « promotion sur laquelle les étoiles tombèrent », un surnom donné car beaucoup de ses membres atteindraient le grade de général durant la Seconde Guerre mondiale. Parmi eux se trouvait Dwight D. Eisenhower, qui deviendrait plus tard l'un des plus proches collaborateurs de Bradley. Après l'obtention de son diplôme, Bradley commença sa carrière militaire à une époque d'incertitude mondiale. Les États-Unis n'étaient pas encore entrés dans la Première Guerre mondiale, mais le conflit en Europe redéfinissait déjà l'art de la guerre. Bradley fut affecté au 14e régiment d'infanterie, où il commença à apprendre le leadership sur le terrain. Bien que Bradley n'ait pas participé directement au combat durant la Grande Guerre, son service aux États-Unis fut marqué par la préparation des troupes et l'étude intensive des tactiques. Cette période fut cruciale pour son développement, car elle lui permit d'observer comment les leçons apprises en Europe transformaient la doctrine militaire américaine. Bradley absorba ses connaissances comme une éponge, se préparant à un avenir qu'il ne pouvait pas encore prévoir. Même si Bradley ne fut pas sur les champs de bataille d'Europe, la Première Guerre mondiale laissa une marque indélébile sur lui. Durant cette période, il comprit l'importance de la préparation et de la logistique dans la guerre moderne. Il observa comment les tactiques traditionnelles étaient remplacées par des stratégies qui tiraient parti de la technologie
comme l'artillerie lourde et les communications améliorées. Plus importante encore, Bradley développa une philosophie de leadership centrée sur le soin de ses troupes. Il croyait fermement qu'un bon commandant devait être au service de ses hommes, s'assurant qu'ils aient tout le nécessaire pour accomplir leur mission. Cette attitude le distingua de beaucoup de ses contemporains et serait l'une des raisons clés de son succès futur. Tout au long des années 1920 et 1930, Bradley gravit graduellement les échelons de l'armée. Bien qu'il n'ait pas atteint rapidement des postes importants, il utilisa ce temps pour perfectionner ses compétences de stratège et de leader. Durant cette période, il donna des cours à West Point, transmettant à une nouvelle génération de cadets les valeurs et les connaissances qu'il avait lui-même apprises. Deuxième partie. L'entre-deux-guerres et l'ascension. La Première Guerre mondiale s'était achevée, et avec elle, une ère de guerre que le monde espérait ne jamais revivre. Pour Omar Bradley, comme pour de nombreux jeunes officiers de l'armée américaine, les années 20 furent une période de transition. Bien que le conflit en Europe eût transformé la guerre à jamais, l'armée américaine faisait face à une réalité bien différente: budget limité, réduction des effectifs et une perception générale que le pays ne s'impliquerait plus dans un conflit international de grande ampleur. Bradley s'adapta à ce contexte avec la même discipline qu'il avait caractérisée depuis son entrée à West Point. Au lieu de gravir rapidement les échelons dans une carrière d'action, il consacra ses années à perfectionner ses connaissances militaires, à former d'autres personnes et à se préparer, peut-être inconsciemment, aux défis à venir. Durant les années 20, Bradley travailla dans différentes unités de l'armée, se concentrant sur des tâches administratives et d'entraînement. Bien que ces rôles manquassent de l'éclat d'une carrière militaire de combat, ils lui permirent de développer des compétences cruciales qui marqueraient son succès ultérieur. Il apprit l'importance de la logistique, de l'organisation et de la capacité de leadership en temps de paix, des outils essentiels en temps de guerre. Une étape clé de sa formation fut son admission à l'école d'infanterie de Fort Benning, en Géorgie. Là, Bradley non seulement perfectionna ses compétences tactiques, mais il commença également à développer une philosophie de leadership centrée sur l'empathie et le soin de ses subordonnés. C'était une philosophie simple mais puissante. Un bon commandant devait connaître ses hommes, comprendre leurs besoins et ne jamais leur demander quelque chose qu'il ne serait pas lui-même prêt à faire. Durant les années 30, Bradley suivit les cours du collège de commandement et d'état-major général de Fort Leavenworth, au Kansas, une institution qui préparait les officiers à assumer des rôles stratégiques et de haut commandement. Là, il étudia les leçons de la Première Guerre mondiale, y compris l'importance de la mobilité, de la coordination interarmes et de l'utilisation efficace de la technologie sur le champ de bataille. Ce fut également durant cette période qu'il commença à adopter les principes de la doctrine militaire moderne, influencé par des figures comme George Marshall. La doctrine mettait l'accent sur la préparation et la flexibilité stratégique, deux piliers que Bradley mettrait en œuvre avec succès durant la Seconde Guerre mondiale. À mesure que les années 30 avançaient, la situation internationale commença à changer. La Grande Dépression frappa les États-Unis, affectant tous les aspects de la vie, y compris l'armée. Cependant, pour Bradley, ces années furent fondamentales pour son développement. En 1938, il reçut une promotion qui le mena à Fort Benning comme instructeur, travaillant sous la direction de George Marshall, qui deviendrait plus tard chef d'état-major de l'armée des États-Unis. Marshall fut impressionné par l'humilité, l'intelligence et la capacité d'organisation de Bradley, devenant l'un de ses principaux mentors. Durant cette période, Bradley renforça également sa relation professionnelle avec Dwight D. Eisenhower. Tous deux partageaient une vision stratégique similaire et une éthique de travail basée sur la coopération et le pragmatisme. Cette relation serait cruciale durant les années de guerre, lorsque tous deux commanderaient des forces sur les fronts les plus importants du conflit. Pendant ce temps, les tensions en Europe et en Asie commençaient à s'intensifier. L'invasion de la Mandchourie par le Japon en 1931, l'expansion nazie en Europe et le début de la Seconde Guerre mondiale en 1939 obligèrent les États-Unis à reconsidérer leur position militaire. Bradley observait ces événements avec attention,
conscient que le pays ne pourrait pas rester à l'écart indéfiniment. Avec le déclenchement de la guerre en Europe, les États-Unis lancèrent un programme massif d'expansion et de modernisation de leur armée. Dans ce contexte, Bradley fut affecté à des rôles clés dans l'entraînement des troupes. À Fort Benning, il supervisa la formation de milliers de soldats, s'assurant qu'ils soient prêts à affronter les défis d'un conflit mondial. Son approche axée sur le leadership et le soin de ses subordonnés fit de lui un commandant exceptionnel. Non seulement il préparait les hommes à la bataille, mais il leur inculquait également un sens du devoir et une confiance en eux-mêmes. Cette approche lui valut le respect tant de ses troupes que de ses supérieurs, consolidant sa réputation comme l'un des meilleurs leaders de l'armée américaine. En plus de son travail d'entraînement, Bradley participa à la planification stratégique des opérations militaires en Europe et dans le Pacifique. Bien qu'il n'eût pas encore assumé de commandement au combat, sa capacité à analyser des scénarios complexes et à proposer des solutions pratiques fit de lui une figure clé dans les discussions sur la manière dont les États-Unis devraient aborder la guerre. L'attaque de Pearl Harbor, le 7 décembre 1941, marqua un tournant dans l'histoire des États-Unis. Du jour au lendemain, le pays passa d'une posture de neutralité à une mobilisation totale. Pour Bradley, cet événement fut l'aboutissement d'années de préparation. Immédiatement après l'attaque, il fut assigné à des rôles de plus grande responsabilité, supervisant la mobilisation des troupes et s'assurant que les armées américaines soient prêtes à se déployer sur les fronts les plus importants du conflit. Sa relation avec Marshall et Eisenhower lui permit d'occuper une position stratégique dans la planification d'opérations clés, un prélude à son rôle sur le champ de bataille. Troisième partie. La Seconde Guerre mondiale. Le monde était en feu, et l'axe de la guerre commençait à pivoter vers un nouveau théâtre d'opération, l'Afrique du Nord. Pour Omar Bradley, cette campagne marqua le véritable début de son parcours en tant que chef au combat. Il avait passé des années à se préparer, à perfectionner des tactiques et à diriger depuis l'arrière. Maintenant, en 1942, le temps de la planification était révolu. Le destin l'appelait à l'action. L'opération Torche, le débarquement allié en Afrique du Nord, était un pari audacieux, conçu pour ouvrir un nouveau front contre l'Axe et alléger la pression sur l'Union soviétique à l'Est. Cette opération impliquait des forces britanniques et américaines dans une collaboration stratégique sans précédent. Pour Bradley, c'était l'occasion de démontrer que le leadership appris en temps de paix pouvait être transposé dans le chaos du champ de bataille. Bien que Bradley ne fût pas aux commandes des décisions stratégiques initiales, il joua un rôle fondamental dans l'exécution de l'opération Torche. Sous le commandement suprême de Dwight D. Eisenhower, Bradley fut affecté comme conseiller proche, aidant à coordonner les troupes terrestres américaines. Ce fut également son premier contact direct avec des chefs tels que George S. Patton et Bernard Montgomery, dont les personnalités contrastées définiraient le ton de la campagne. Le 8 novembre 1942, les forces alliées débarquèrent en 3 points clés d'Afrique du Nord: Casablanca, Oran et Alger. Malgré la résistance initiale des troupes françaises loyales au régime de Vichy, les Alliés réussirent à s'établir rapidement dans la région. La tâche de Bradley était de garantir que les troupes américaines soient préparées à ce qui allait suivre. Un affrontement prolongé avec les forces de l'Axe dans les vastes étendues du désert africain. La campagne africaine ne fut pas simple. Les troupes américaines, fraîchement arrivées dans le conflit, firent face à un ennemi expérimenté. Les Allemands et les Italiens, dirigés par le légendaire maréchal Erwan Rommel, connu sous le nom de Renard du désert, avaient transformé l'Afrique du Nord en un terrain d'essai pour la guerre mécanisée. Bradley, dans son rôle de commandant subordonné, observa de près les premières batailles, apprenant des erreurs tactiques et du manque d'expérience des forces américaines. Il fut témoin des défis logistiques, du terrain difficile du désert et de la résistance féroce de l'ennemi. Mais il vit aussi comment la détermination, le travail d'équipe et la supériorité matérielle des Alliés commençaient à faire pencher la balance en leur faveur. La campagne en Afrique du Nord atteignit son apogée lors de la bataille de Tunisie. Ici, Bradley commença à se distinguer comme un chef clé.
Il fut affecté au commandement de la 2e division blindée, une unité qui jouerait un rôle crucial dans les affrontements contre les forces de l'Axe. La Tunisie n'était pas seulement une bataille pour le contrôle territorial, c'était une épreuve du leadership et de la capacité d'adaptation des Alliés. Bradley démontra sa capacité à prendre des décisions sous pression, à coordonner les attaques et à maintenir le moral de ses troupes. Bien que la lutte fût acharnée, les forces alliées réussirent à encercler les forces de l'Axe dans la péninsule du Cap Bon, forçant leur reddition en mai 1943. Cette victoire marqua non seulement la fin de la campagne d'Afrique du Nord, mais consolida également la réputation de Bradley en tant que chef fiable et efficace. Son approche calme et pragmatique, ainsi que sa capacité à travailler en équipe, le différencièrent d'autres commandants plus impulsifs et capricieux. L'expérience en Afrique fut un tournant dans la carrière de Bradley. Bien que des figures comme Patton et Montgomery occupassent souvent le devant de la scène, Bradley gagna le respect de ses supérieurs par sa capacité de leadership et son approche centrée sur le bien-être de ses hommes. Sur le théâtre africain, Bradley travailla étroitement avec des chefs clés des Alliés, notamment Dwight D. Eisenhower. En tant que commandant suprême, Eisenhower fit confiance à Bradley pour mener à bien des opérations critiques. La relation professionnelle entre eux se renforça, et Bradley devint l'un des principaux collaborateurs d'Eisenhower pour le reste de la guerre. George S. Patton. Bien que les styles de leadership de Bradley et Patton fussent complètement différents, leurs compétences se complétaient. Patton, charismatique et audacieux, dirigeait depuis le front avec une agressivité qui inspirait ses troupes, tandis que Bradley offrait une perspective plus modérée et stratégique. Bernard Montgomery, le commandant britannique, connu pour sa précision tactique, influença également Bradley, notamment en ce qui concerne la planification et l'exécution d'opérations à grande échelle. Alors que la campagne d'Afrique touchait à sa fin, Bradley commença à participer à la planification des phases suivantes de la guerre, y compris l'invasion de l'Italie et le débarquement en Normandie. Son approche axée sur la coopération entre les Alliés et sa capacité à s'adapter à différents styles de leadership firent de lui une pièce maîtresse du puzzle stratégique des Alliés. Avec la victoire en Tunisie, Bradley avait non seulement prouvé sa valeur en tant que chef, mais il avait également gagné la confiance de ses supérieurs. Il était désormais considéré comme un commandant capable de diriger des forces plus importantes et de relever des défis encore plus grands. Quatrième partie, le jour J et la campagne en Europe. Le 6 juin 1944 restera gravé dans les mémoires comme l'un des jours les plus décisifs de la Seconde Guerre mondiale. Le jour J. Ce fut le début de l'invasion alliée de l'Europe occidentale, connue sous le nom d'Opération Overlord, et marqua le commencement de la fin pour le Troisième Reich. Pour Omar Bradley, commandant de la première armée des États-Unis, ce jour représentait le plus grand défi de sa carrière. L'invasion de la Normandie n'était pas seulement une bataille, c'était un déploiement colossal, logistique, stratégique et humain. Sur les plages d'Omaha et d'Utah, sous son commandement, des milliers de soldats américains risqueraient leur vie pour libérer l'Europe de la tyrannie nazie. Bradley n'était pas un chef qui cherchait l'attention ou le drame. Il était pragmatique, méticuleux et profondément conscient du coût humain de la guerre. Mais derrière son style calme et réservé, se cachait un stratège implacable, prêt à diriger à l'un des moments les plus cruciaux de l'histoire. L'opération Overlord fut un effort colossal, impliquant plus de 156 000 soldats alliés et des milliers de navires et d'avions. Omar Bradley, aux commandes de la première armée des États-Unis, joua un rôle central dans la planification des débarquements sur les plages de Normandie. Bradley comprenait que le succès de l'invasion dépendait de la synchronisation, du travail d'équipe et de la capacité d'adaptation au milieu du chaos. Les plages désignées comme Omaha et Utah seraient le théâtre des débarquements américains, et Bradley travailla sans relâche pour garantir que ses troupes soient préparées à ce qui les attendait. Des lignes de défense allemandes fortifiées, un feu d'artillerie constant et un terrain truffé d'obstacles. La veille du jour J, Bradley passa des heures à réviser les plans avec ses subordonnés. Malgré la pression, il gardait son calme, transmettant sa confiance à ceux qui l'entouraient. Mais dans son esprit,
il savait que le succès n'était pas garanti. L'aube du 6 juin 1944 apporta avec elle un lever de soleil sombre et plein d'incertitudes. Les troupes alliées commencèrent à débarquer sous une pluie de balles et d'explosions. Pour les hommes de Bradley, la plage d'Omaha fut un enfer sur terre. Les soldats firent face à une résistance féroce. Les fortifications allemandes étaient bien positionnées, et les premières minutes du débarquement furent un bain de sang. Depuis son quartier général à bord de l'USS Augusta, Bradley reçut des rapports désespérés. Les troupes étaient piégées sur la plage, incapables d'avancer. À ce moment critique, Bradley prit des décisions rapides et décisives. Il ordonna de rediriger les unités d'artillerie navale pour détruire les positions allemandes et permit la réorganisation des forces à terre. Son leadership fut fondamental pour transformer une situation désespérée en une avancée progressive. Finalement, les Américains réussirent à percer les lignes ennemies et à sécuriser Omaha Beach. Sur Utah Beach, les choses furent plus favorables. Les forces dirigées par le général Theodore Roosevelt Jr. réussirent à établir rapidement une tête de pont, avançant avec moins de résistance. Au fur et à mesure que la journée avançait, les plages américaines passèrent sous contrôle, marquant le premier grand succès de l'opération Overlord. Avec les têtes de pont sécurisées, l'offensive alliée à travers la Normandie commença. Bradley mena l'avancée de la première armée vers l'intérieur, affrontant une résistance allemande acharnée sur un terrain traître fait de haies et de champs ouverts. C'est ici que Bradley montra son habileté stratégique en mettant en œuvre des tactiques de coordination entre l'infanterie et les divisions blindées. La victoire lors de la bataille de Saint-Lô ouvrit la voie à l'opération Cobra, une attaque massive conçue pour percer les lignes allemandes et permettre une avancée rapide vers le cœur de la France. Bradley supervisa cette opération avec précision, et son succès permit aux forces alliées d'encercler des milliers de soldats allemands dans la poche de falaise, marquant un tournant dans la campagne. Le 25 août 1944, les forces alliées libérèrent Paris. Bien que Bradley n'ait pas dirigé directement l'entrée triomphale dans la capitale, son rôle dans la planification et l'exécution des opérations qui menèrent à cette victoire fut crucial. La libération de Paris ne fut pas seulement un triomphe militaire, mais aussi un moment symbolique qui revitalisa le moral des forces alliées et des peuples occupés. Avec la France libérée, l'objectif de Bradley et des Alliés était clair: porter la guerre au cœur de l'Allemagne. Bradley prit le commandement du 12e groupe d'armée des États-Unis, la plus grande force américaine jamais rassemblée, qui comprenait plus d'1 million de soldats. À mesure que les troupes avançaient vers l'Est, elles firent face à des défis logistiques, à la résistance allemande et à un climat brutal. Bradley, connu pour son approche méthodique, coordonna les opérations pour franchir le Rhin, un obstacle naturel qui protégeait le cœur du Reich. La construction de ponts improvisés et l'utilisation de tactiques innovantes permirent aux forces alliées de franchir le Rhin en mars 1945, brisant les dernières défenses allemandes. En avril 1945, les forces alliées encerclèrent Berlin, tandis que l'armée soviétique avançait depuis l'Est. Bien que Bradley n'ait pas participé directement à la prise de Berlin, il joua un rôle crucial dans la destruction des lignes de ravitaillement et dans la capture de milliers de soldats allemands. Le 7 mai 1945, l'Allemagne signa sa reddition inconditionnelle. Pour Bradley, ce fut un moment doux amer. Il avait mené ses hommes à travers certains des affrontements les plus brutaux de la guerre, mais le coût humain avait été immense. Son souci de minimiser les pertes et de prendre soin de ses soldats lui valut le surnom de « le général des soldats », un titre qui reflétait son humanité au milieu du chaos de la guerre. La Seconde Guerre mondiale prit fin en Europe, mais l'impact de Bradley ne se limita pas au champ de bataille. Son leadership durant l'invasion de la Normandie et la libération de l'Europe occidentale consolida sa place comme l'un des commandants les plus importants de l'histoire militaire des États-Unis. Bradley ne cherchait pas la gloire personnelle. Son attention était toujours portée sur le succès de la mission et la protection de ses hommes. Cet épisode de sa vie démontre non seulement son habileté stratégique, mais aussi son caractère. Un chef qui n'a jamais perdu de vue le coût humain de la guerre. 5e partie, l'après-guerre et l'héritage.
En mai 1945, les armes se turent enfin en Europe. Avec la reddition du Troisième Reich, le monde respira soulagé. Mais pour Omar Bradley, la fin de la guerre marqua le début d'un nouveau chapitre plein de défis. En tant que commandant des forces américaines en Allemagne, Bradley devait superviser non seulement l'occupation d'un pays dévasté, mais aussi la reconstruction de l'Europe et la réorganisation de l'armée américaine en temps de paix. La victoire apportait avec elle des problèmes complexes. La démilitarisation de l'Allemagne, le jugement des dirigeants nazis, la reconstruction des villes en ruine et la gestion de millions de réfugiés et de prisonniers de guerre. Mais Bradley était l'homme de la situation. Son pragmatisme et sa capacité à garder son calme sous pression feraient de lui une figure clé dans la transition d'un monde déchiré par la guerre vers un monde porteur d'espoir de paix. Après la reddition allemande, les forces alliées divisèrent le pays en zones d'occupation contrôlées par les États-Unis, la Grande-Bretagne, la France et l'Union soviétique. Bradley prit le commandement des troupes américaines dans son secteur, faisant face à une tâche titanesque: maintenir l'ordre dans un pays détruit. La situation en Allemagne était désolante. Les villes étaient en ruine, les systèmes de transport effondrés et des millions de personnes déplacées cherchaient désespérément refuge et nourriture. Pour compliquer les choses, Bradley devait garantir que les anciens membres du régime nazi soient déchus de leur pouvoir et jugés, tout en aidant les citoyens allemands à reconstruire leur nation. Bradley adopta une approche pragmatique et humaine. Il supervisa la mise en œuvre de politiques qui priorisaient la reconstruction des infrastructures et l'approvisionnement en nourriture et en médicaments. En même temps, il travailla en collaboration avec d'autres puissances alliées pour jeter les bases d'une nouvelle Allemagne démocratique. Son leadership fut fondamental pour éviter un chaos plus grand durant ces années critiques. La victoire en Europe entraîna un changement profond dans la structure militaire des États-Unis. Avec la démobilisation de millions de soldats, Bradley dirigea la réorganisation de l'armée, s'assurant que les forces armées soient préparées aux nouveaux défis qui se profilaient dans un monde divisé par la guerre froide. Dans son rôle de commandant, Bradley comprit rapidement que la menace de l'Union soviétique et l'expansion du communisme exigeaient une force militaire bien organisée et moderne. Cette période marqua le début de la doctrine de l'endiguement, containment, qui guiderait la politique étrangère américaine durant les décennies suivantes. En 1948, Bradley fut nommé chef d'état-major de l'armée des États-Unis, devenant le principal architecte des politiques militaires américaines au début de la guerre froide. Son approche fut toujours de maintenir un équilibre entre la force militaire et la diplomatie, plaidant pour la création d'alliances internationales solides, comme l'organisation du traité de l'Atlantique Nord, OTAN. Sous son leadership, l'armée américaine adopta des réformes significatives, y compris l'intégration raciale au sein des forces armées. Une décision historique qui reflétait sa vision d'une armée unie et prête à faire face à n'importe quel défi. Bradley ne pensait pas seulement en termes de stratégie militaire, il comprenait aussi l'impact social et politique de ses décisions. En 1950, avec le déclenchement de la guerre de Corée, Bradley accéda au poste de président de l'état-major interarmé, devenant le premier officier à occuper ce poste nouvellement créé. Son expérience en tant que commandant sur le champ de bataille et son habileté à naviguer sur les terrains politiques complexes le rendirent idéal pour ce rôle. Durant son mandat, Bradley travailla étroitement avec les alliés internationaux et supervisa le déploiement des troupes en Corée, s'assurant que les forces américaines soient bien équipées et organisées pour affronter ce nouveau conflit. Bien que la guerre de Corée fût un défi différent de celui de la Seconde Guerre mondiale, Bradley démontra une fois de plus sa capacité à diriger dans les moments critiques. L'héritage d'Omar Bradley en tant que le général des soldats ne reposait pas seulement sur ses succès sur le champ de bataille, mais aussi sur son engagement envers les hommes et les femmes sous son commandement. Il était connu pour son humilité, son approche pratique et sa capacité à établir un lien avec les soldats ordinaires. En 1951, Bradley se retira du service actif, mais son impact sur l'histoire militaire américaine fut immense. Il fut l'un des 5 généraux à atteindre le grade de General of the Army, 5 étoiles, un honneur réservé aux chefs les plus éminents de la nation.
Il écrivit son autobiographie « A Soldier's Story », dans laquelle il réfléchit sur ses années de service et offrit une vision unique des défis et des décisions auxquels il fut confronté durant la Seconde Guerre mondiale et l'après-guerre. Ce livre devint une œuvre fondamentale pour comprendre l'histoire militaire des États-Unis au XXe siècle. Bradley reçut de nombreux honneurs tout au long de sa vie, tant aux États-Unis qu'à l'étranger. Il fut reconnu comme l'un des principaux architectes de la victoire alliée lors de la Seconde Guerre mondiale et comme un leader visionnaire dans la transition vers l'ère de la guerre froide. Il décéda le 8 avril 1981, à l'âge de 88 ans, laissant un héritage qui demeure une source d'inspiration pour des générations de militaires et de dirigeants. Son inhumation au cimetière national d'Arlington fut un hommage à son dévouement et à son service envers la nation. Omar Bradley ne chercha ni la gloire ni les projecteurs, mais sa vie fut marquée par un leadership exceptionnel dans les moments de crise. Des plages de Normandie aux couloirs du Pentagone, Bradley joua un rôle crucial dans la construction du monde moderne. Son héritage ne se limite pas à l'histoire militaire. C'est un rappel que le leadership, l'humilité et l'humanité peuvent faire la différence dans les moments les plus sombres. À travers ses actions, Bradley démontra que même en temps de guerre, il y a place pour la compassion et la justice. Merci beaucoup d'être arrivé jusqu'ici. Ne partez pas sans laisser un bon like, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait et partagez la vidéo pour toucher plus de monde et permettre à ce projet de continuer à grandir. On se retrouve dans la prochaine, Frères d'armes.